C'est un moment privilégié que j'ai décidé de nous offrir là. Un réveil seul au monde dans la Venise verte. Je suis dans le sud Vendée, dans un coin touristiquement assez connu qui s'appelle le Marais Poitevin. Et c'est vraiment un territoire où la terre et l'eau s'accordent un peu comme ça à voix basse. Et le marais, il ressemble à ça, mais vous allez voir, il a plein de visages différents. Et son équilibre fragile tient vraiment à l'amour et au travail que lui apportent ses habitants, les maraîchers. Et le marais mouillé de cette fameuse Venise verte que je vous emmène d'abord découvrir en compagnie de Jérémy, un maraîcher qui dirige un petit embarcadère. Dans les oiseaux. On est presque en Amazonie là. Il est beau ton marais. N'est-ce pas? Ah ouais, vraiment c'est super beau. J'imagine qu'il change au fil des saisons. Complètement, ouais. D'une saison à l'autre, d'une heure de la journée à l'autre. Là, on le voit ce matin, il est en plein éveil. Ouais. Mais surtout, lorsque l'hiver il est sous l'eau, c'est une ambiance complètement différente. Presque un petit peu mystique. Le matin de bonne heure, c'est magique. Toi, t'es un petit gars du pays. Je suis né là, ouais. Je suis né là, j'ai Vraiment grandi là. C'est vrai que le mercredi après-midi, comme terrain de jeu, c'était plutôt sympa. J'ai toujours vécu ici. Après, je me suis souvent baladé ailleurs, T'es parti. mais je suis toujours revenu. Ah ouais, il y a un truc hein, quand même. On est quand même très très attaché à notre territoire. Il y a une approche un petit peu charnelle Ouais. de notre territoire. Ce marais Poitevin, c'est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Entièrement modelé par la main de moines visionnaires du XIe siècle, il est sillonné de près de 8000 km de canaux. Dans le marais qu'on appelle mouillé parce qu'il est inondable en hiver, des millions d'arbres ont été plantés pour ancrer les berges, donnant naissance à un labyrinthe constituant un écosystème d'une richesse rare. Mais c'est ça qui est chouette ici, c'est que cohabitent à la fois la nature, les animaux, parce que il y a des vaches, il y Ouais. a des cultures, Ouais. il y a des touristes, et il y a un équilibre qui est fragile, hein, mais qui est quand même. C'est vrai qu'à part le léger dérangement de notre passage pour la faune, de manière générale, on ne débarque pas Ouais, on ne sur fait les que parcelles. passer. On est là vraiment que en tant que spectateur. Les vaches, plutôt que de voir passer les trains dans certaines régions, chez nous, c'est les barques. Ça va moins vite, ça fait moins de bruit, ça marche plutôt bien. Elles sont pas trop stressées ici. Mais cet équilibre est aujourd'hui en danger, car le frêne tétard, arbre emblématique qui constitue la colonne vertébrale de ce paysage, est touché par une maladie invasive originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est très contagieuse et c'est aujourd'hui une épidémie inquiétante. Ouais, tu vois, là, tu as l'exemple type d'un frêne qui n'est pas en bonne santé. Si tu lèves la tête, tu vas t'en rendre compte. C'est quoi le problème aujourd'hui avec les frênes têtards en fait? Ces arbres sont touchés par une maladie, la calarose. Et en l'espace d'une dizaine d'années, ça peut tuer un arbre centenaire comme celui-ci. Et c'est quoi la solution pour éradiquer ce truc-là? Aucune. Ah oui, il n'y a rien. Non. Il y a eu un travail engagé par le parc naturel régional il y a maintenant presque une dizaine d'années pour justement réfléchir à ce qui pourrait se substituer à ces alignements de frênes. Et donc le but, c'est de trouver des essences d'arbres à replanter en remplacement des frênes têtards. Donc ce marais, il est vraiment en mouvement et il va peut-être changer de visage, quoi. Il va changer de visage, c'est sûr, et il a toujours changé de visage hein, à mesure des siècles. Oui, oui, il change encore aujourd'hui.
Tandis que sur les rives du Marais, certains arbres s'éteignent en silence, non loin de là, un bâtiment se réveille doucement sous l'impulsion de Jérémy et de ses 3 copains. L'ancienne laiterie du Mazo, qui a fermé ses portes en 1976, est en train de se métamorphoser en un pôle d'artisanat d'art. Ouais, il est très beau ce bâtiment. Il est magnifique. Ouais, on sent qu'il y a une histoire et une âme. Ouais, tout à fait. Et toi, tu le connais comment, ce bâtiment-là? Moi, j'ai appris à le connaître lorsque j'étais guide batelier, 17-18 ans, où c'était un peu l'endroit où on fêtait nos anniversaires. Enfin, tout était prétexte à se retrouver autour de ce bâtiment-là. Ouais. On va voir dedans. On y va. En 2021, le collectif a obtenu une aide de 300 000 € de la mission patrimoine de Stéphane Bern. L'argent a été englouti dans la toiture et une partie des menuiseries. Et à l'intérieur, il y a encore beaucoup de boulot. Ah ouais, quand même. Oh, c'est impressionnant, ce bâtiment. Ouais. Donc là, il y a Pierrot qui s'est fait un petit plaisir ici. Ah bah ouais, je vois. Mais c'est beau. On peut monter? On y va. On peut commencer à tourner des petits films d'horreur ici, hein? Oh là là, les volumes que ça fait. Ouais. Je comprends que ce soit inspirant pour des artistes aussi, un lieu comme ça, là. Ouais. C'est aussi labyrinthique que ton mari, en fait, hein? C'est ça. Et donc Pierrot, il est par là. Où sont les artistes? Salut Pierrot. Bonjour. Bonjour. Pierre Claret, que tout le monde connaît sous le nom de Pierrot. Ok, peintre, donc. Oui, c'est ça. Tu connaissais, toi, l'endroit? Alors moi, je connaissais, j'ai passé mon adolescence dans ce lieu. Enfin, Ah, toi aussi. aussi. Toi aussi, t'as fait des fêtes Donc, ici avec voilà. Jérémy. Dans les œuvres de Pierrot, on retrouve aussi un petit peu de Marais. Là, vous avez une belle peinture qui représente le baptême des bateliers. Qu'on balance à l'eau? Ouais, c'est ça. Une sorte de rite de passage. C'est intéressant, enfin, de pouvoir montrer une autre facette du Marais. Enfin, Oui, de casser la carte postale Voilà, un c'est peu ça. du Marais Poitevin, qui est très joli, mais ça, c'est un autre point de vue, quoi. Le mouvement est beau. Et là, l'idée, donc, c'est retaper le bâtiment pour accueillir encore plus d'artistes. Créer de nouveaux locaux Ouais. pour pouvoir accueillir toujours plus d'artistes et rendre l'endroit attrayant. Mais oui. Attrayant pour le public et les visiteurs de passage. Ouais. Ok. Bon, on te laisse travailler, hein. Voilà. Faut pas perturber l'artiste. Je continue mon périple vers le Marais desséché. Sandrine produit depuis 2 générations le fameux melon charentais. Ces terres argileuses sont particulièrement fertiles et ça, c'est bon pour le melon. Ça bosse. Ça bosse, oui. Ça bosse dur, même. Eh ben, allons voir ce fameux melon. Allez, si tu veux bien, on traverse. Oui. Faut que t'enjambes le cœur de la plante, sinon tu risques de marcher sur le pied. Tu vois? Yep. Bon, ça fait déjà plusieurs jours qu'on récolte ici, hein. Et tu Donc, passes on- tous les jours On passe tous les jours. au même Oui. endroit, quoi. Ouais, tous les jours au même endroit. C'est compliqué comme culture, le melon? Non, j'aime pas dire que c'est compliqué. Quand tu fais du melon, il faut le prendre comme ta vie. Ah, qu'il oulala, faut y c'est être une tout grande le temps. philosophie, ça. Oui, mais en fait, sinon, on peut pas le faire bien. Toi, tu le vis comme ça. Ah oui, je le vis comme ça. Tu vis melon. Ah oui. C'est melon, melon, melon. Donc il y a tellement de choses qui peuvent bouger en 2 jours, en 3 jours. Il faut être sur le terrain en permanence. Il faut être Exigeant. réactif. Il est très exigeant. Oui. D'accord. Il faut être là. C'est tout. Faut pas lâcher. Non, quoi. faut pas lâcher. Tu aimes ça? Tu aimes cette culture? J'ai baigné dedans depuis que j'ai l'âge de 14 ans, 13, 14 ans. Ah oui. Donc ok. on s'y passionne. Après, ça devient une passion familiale. D'accord. Mon grand-père était hollandais. Donc nous sommes d'origine hollandaise. Ah, d'accord. Ici, il a retrouvé un petit semblant de Hollande. Il y a des canaux partout. Ok, le Donc, côté il un peu s- polder. Ouais. Donc il s'est installé ici D'accord. pour installer mon père. C'est mon père qui a démarré le melon en 89. Et alors, comment il a eu l'idée? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il adorait le melon quand il était petit. Ah oui, vraiment? Mais Le vraiment. manger, quoi. Mais vraiment. D'accord. Donc il en a fait un peu dans le jardin, puis il s'est dit bon, allez on va essayer. Donc on a fait 1 hectare
Et après, voilà, ça a grossi comme ça. Il était déjà agriculteur, il cultivait autre chose. Déjà agriculteur, oui. Ok. Il faisait du maïs, du blé, Ah oui. du maïs semence. Pas pareil. Non. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise familiale. Tout le monde chez toi bosse dans le melon ou... Pas tout le monde, mais tout le monde vibre le melon. Donc Ah oui. c'est un petit peu dans les veines, en Ouais. fait. Sandrine fait les choses en grand. 132 hectares de culture qui nécessitent d'accueillir jusqu'à 150 saisonniers de nationalités différentes en été. On vient de loin pour bosser dans le melon. Tiens, Merci beaucoup. Je grimpe avec toi. Hop là. Ouais. Ah ouais, c'est lourd, hein. Ah, c'est bon pour les bras. Ça fait les bras, ça. Ouais, ça fait les bras. Ça sent le melon, hein. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon le melon. T'arrives à les former, tous les gens qui ramassent, parce que quand je vois la difficulté que c'est pour... déjà pour cueillir, parce que Oui. ça a l'air physique, c'est bas, c'est lourd, c'est pas la culture la plus simple en termes Non. de job d'été, quoi. non, c'est physique. Alors, on a des gens compétents qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc, ceux-là, ils sont formés. C'est eux qui Ok. vont accompagner Ouais. les autres. Et on leur laisse le temps de s'adapter. En fait, c'est une question d'adaptation du corps. Oui, bah oui. Donc, on leur explique au démarrage. Quand ils sont trop fatigués, on arrête. Et on redémarre le lendemain. En fait, on leur laisse bien du temps d'adaptation. Ok. Enfin, moi, je l'ai fait. Toute ma Bah jeunesse, oui, j'ai ramassé les j'imagine melons. que t'as Donc, ça se ramassé, fait. ouais. Et on a des habitués qui reviennent chaque année. D'accord. Donc, c'est plutôt sympa. Sincèrement, quand j'ai décidé de m'installer, c'était pour tout ça. Parce qu'on a plein de monde qui travaille autour de nous. C'est vraiment... c'est ce que j'avais envie. T'aimes les gens autant que les melons. Voilà, c'est Ouais, il pareil. y a un truc un peu Ouais, comme c'est ça. Ouais, Ok. Exactement. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. Chaque année, ce sont près de 3 millions de melons qui sortent des champs environnants. Une fois récoltés, ils passent les portes de cette usine où ils sont soigneusement triés, calibrés et préparés avant d'être expédiés à travers toute la France. Live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Il faut que tu m'expliques comment on choisit un bon melon. Pour être sûr qu'il sera bon. Comment on fait? Eh oui. Toi, tu vas me dire tous tes melons sont bons. Bah oui. Ok. Non, il y a quelques critères en fait Ouais. qu'il faut savoir. La fameuse petite collerette La là. fameuse collerette là, c'est un critère de maturité. Donc tu es sûr que ton fruit est mûr. Ok. Mais par contre, il faut qu'il ait une couleur un peu jaune. Ok. Ça Un sert peu à rien coloré. de taper dessus, de le Si ça, te renifler. si ça te fait plaisir, tu le fais. Mais le vrai critère, c'est Le critère de maturité, la collerette et la couleur. Ok. Ça sent? Bah oui, ça sent bon. Moi, je l'aurais choisi celui-là. Ah ben tu vois. Ouais. Et cette histoire de melon risque de durer encore longtemps dans la famille. La relève se prépare. Je te présente juste à mon fils. Salut Justin, le Enchanté. fils. Le descendant de la famille Melon. Exactement. Bon, et toi, ça te fait quoi de savoir que Fiston, il reprend derrière cette longue tradition? Eh bien, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Tu vois, il y a une continuité. On se dit que tout le travail qu'on a fait, si ça continue, et encore plus quand c'est nos enfants, Bah oui, ça a du sens. c'est une vraie satisfaction. Ouais, ça a vraiment du sens. Bon, bah je te retarde pas, hein, parce qu'il y a du Merci. taf. Faut que ça parte, les melons, hein, c'est ça. Mais surtout, j'ai envie de le goûter. Allez, à toi l'honneur. Allez, je goûte. Je vais goûter moi aussi. Oui, il est bon. Il est bon, il est sucré. Ah oui. Ouais. La terre du Marais Poitevin. On valide le melon. Très bien. Melon validé. Ouais, melon extrêmement validé. Ça y est, me voilà au bout du marais desséché. Je suis sur la dernière digue avant la mer, qui se trouve juste au fond là-bas. Cette digue, elle sert à protéger les terres, les cultures et les habitations qui sont de ce côté. Et de ce côté, on a des prés salés, qui sont un milieu naturel extrêmement important que seuls quelques rares agriculteurs ont le droit d'exploiter. Hugues fait partie de ces gens. Il va nous expliquer pourquoi il est important de les préserver.
Tu m'expliques un peu ce que c'est que cet endroit? Ben là, on vient de quitter le domaine terrestre et on est sur le domaine public maritime. Et oui, ça y est. Et ça y est, là, on vient de passer la digue, on descend sur le fond marin. Il y a plus de 600 hectares de ce qu'on appelle les chores, les présalés. Et là, c'est une végétation unique. Les botanistes disent que c'est une végétation halophile qui pousse uniquement dans les milieux salés, Ok. sur de la vase qui se développe ici. Et on voit bien la vase là qui craquelle. Voilà. Est-ce que tu crois qu'on peut descendre un peu pour aller voir ce qui On pousse va de aller plus voir près? ça, oui, avec plaisir. Si Hugues, aujourd'hui agriculteur, connaît si bien la flore de ce milieu, c'est que c'est avant tout un amoureux de la nature, mais aussi un ancien conservateur de réserves naturelles pendant plus de 25 ans. Alors ça, c'est magnifique, c'est la Statis, la lavande de mer. Elle porte bien son nom. Oui, elle a la Oh. couleur, mais est-ce qu'elle a l'odeur? Non. 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 Elle n'a pas l'odeur. Là, on a des épiaisons de Trosca maritime. Et puis, quand on regarde un peu, on trouve aussi, si on herborise un peu, on va trouver, en cherchant, là. Alors là, c'est connu. On peut même la goûter. Ah, la salicorne! La salicorne. Ben oui, Tu prends les qui est un extrémités. peu la reine des présalés. Voilà. Merci. On s'aperçoit qu'on est vraiment au fond de la mer, en milieu salé, puisque ça a un goût salé. C'est Ah bah, extraordinaire. ça a le goût de la mer. Hein. Voilà, c'est le goût de la mer. Et on est accompagné par un petit son. Tsip, 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 tsip. La cisticole des joncs, un des rares oiseaux qui arrive à nicher sur les présalés. Voilà, elle nous accompagne. Et là, je vois bien avec tout ce que tu me racontes que cet endroit est précieux, qu'il y pousse plein de choses, qu'il y a de la vie. Pourquoi, de manière générale, les présalés, c'est vraiment des zones humides qu'il est important de préserver? C'est les zones les plus productives du globe. Ça produit plus qu'une forêt tropicale. C'est un milieu qui grouille de vie. Et donc, c'est important de le laisser naturel et de ne pas le transformer en culture comme on a de l'autre côté, quoi, par exemple. Les cultures, elles ont leur propre histoire. Maintenant, aujourd'hui, ces zones humides, elles ont énormément régressé partout, Et à oui. l'échelle Mais nationale, oui, c'est voire ça le problème. internationale. C'est qu'il y en a de moins en Et moins, quoi. il faut les protéger, oui. Tous les ans, sur une très courte période, Hugues est autorisé à faucher une plante sauvage pour nourrir ses bêtes. Là, je vais te montrer cette fameuse plante. Ah bah oui, tu m'en La parles, tu misote, m'en parles. c'est ça, la misote. Ah, c'est ça. C'est tout simplement ça. c'est Un une- espèce de foin. Ouais, ben c'est du foin. C'est Ok. une graminée qui pousse ici. Et ça, les vaches, elles en raffolent. Et c'est légèrement salé, c'est riche en oligo-éléments, en sels minéraux. C'est une bonne valeur fourragère et on Et récolte tu trouves cette... pas ailleurs, du coup, elle ne pousse Ah ben non. vraiment. Il lui faut de l'eau salée. C'est une plante des fonds marins. Ok. C'est là, régulièrement, toute l'année, elle se prend de l'eau salée à marée haute. Et cette misote, c'est la compagne de Hugues qui est chargée de la donner aux vaches. Je te présente Sophie, mon associée. Bonjour Sophie. Qui vient livrer la misote. Oui, les bêtes commencent à avoir faim, donc Ah ben on dirait qu'elles ont compris ce qui se passe. arrive. Ils arrivent. Wow, 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 wow. Allez, venez les gars. C'est fou, ils sont arrivés en courant, quoi. C'est genre la grosse friandise qu'on vient de déposer dans le champ. Ils sont fous, là, arrête. Bam, 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 on en veut. Donc ça, c'est quoi comme race? Ça, c'est la fameuse race bovine maraîchine. Ah, la fameuse. La fameuse, on est vraiment dans le local, race Ok. rustique. Qui a été en voie de disparition, fut un temps, quand Ah, même. il restait 36 vaches. Et il y a 3 passionnés qui se sont mobilisés pour sauver la race. Il y a d'autres races qui ont disparu, mais celle-ci, elle a été sauvée in extremis. Et c'est un troupeau conservatoire. Elle a un peu des cornes en lyre, un peu, hein, comme ça, là. Exactement. Ça, c'est ce qui caractérise cette espèce-là, les cornes en lyre. Bon, elle est maquillée tous les Ouais. matins. Hein, Ouais. c'est du boulot. Ouais. Et elle a le bord des oreilles noires. Et j'ai l'habitude de dire que c'est vraiment un outil high-tech de haute technologie. Ah ouais. Oui, barre de coupe auto-aiguisante à l'avant. Système de fertilisation à l'arrière, diffus. C'est une machine qui a 4 portants. Hiver comme été, elle peut se déplacer semi-amphibie. Ah ouais. Silencieux ou presque. Oui. Et en plus, c'est une machine qui se mange. C'est une machine extraordinaire, c'est l'avenir. Je vois que tu as bien étudié Oui, oui, oui. l'opération marketing. C'est incroyable, c'est incroyable.
Naturaliste, écolo, ornitho, Hugues a pensé sa ferme comme une réserve naturelle où tout le monde trouve sa place. Donc là, à partir de maintenant, on chuchote parce qu'on va voir les oiseaux. 300 variétés de plantes, des dizaines d'espèces d'oiseaux. Un tel jardin d'Éden, ça se partage. Alors il a développé une activité d'agrotourisme et construit des affûts pour observer et photographier la faune locale. Tu as une bande de hérons garde-bœufs. Ah ouais. Tu vois, Ça, c'est quoi qui arrive là? c'est un hussard. Ouais. Tu vois le vol. Ouais, je veux le glisser, vol battu. Vol glisser. Là, ce que tu peux voir, c'est une cigogne. Des cigognes, il y en a pas mal dans le Marais Poitevin. Il y a près de 150 couples qui nichent dans quoi. Il n'y a pas que l'Alsace. Et qui reste à l'année où? De plus en plus. Enfin, elles ont des hivers de plus en plus doux. Et une grosse partie des cigognes a tendance à se sédentariser. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui font escale dans le marais. Parce qu'il y a à manger. Oui. C'est pour ça qu'on fait du pâturage aussi. Ils ont besoin de voir loin pour leur sécurité. Et les prairies gérées par pâturage sont des zones très intéressantes pour l'attractivité de ces oiseaux-là. Donc toi, t'as organisé vraiment ton terrain pour qu'il soit accueillant pour les oiseaux. Je fais ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Même si nous on fait ce que l'on peut, le maximum, même si ça fait partie des préoccupations de notre quotidien, c'est incroyable depuis 40 ans. Ce que j'ai pu voir en érosion de la biodiversité, l'arrivée aussi de nouvelles espèces exotiques envahissantes, que ce soit végétales ou animales. Cet enjeu de biodiversité, il est entre nos mains. De ce qu'on fera, nous, on pourra conditionner la pérennité ou pas de ce patrimoine. Avant de quitter le Marais Poitevin, j'avais envie de m'offrir un petit plaisir que je ne manque jamais quand je viens dans le coin, une éclate de moule, tout droit venue de la baie de l'Aiguillon. Voilà, Philly la rosace. Oh que c'est beau! Cette spécialité typique, que l'on ne trouve qu'ici et sur l'île d'Oléron, se déguste avec les doigts dans la convivialité. C'est Jean-Guy, un vrai maraîchin, et sa femme Catherine, qui en maîtrisent la préparation comme des chefs, avec l'élégance du geste et la délicieuse odeur des aiguilles de pain brûlé. T'entends Julie là? Ouais. On entend les moules qui chantent là. Et ça veut dire qu'elles vont être au top. Oh, ça sent bon! Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est top ça. Ça, c'est top. Wow, la magie! C'est magnifique. Franchement. C'est trop beau. Regarde ça. Oh, puis elles sont toutes ouvertes. Hein. Ouais. Regarde, nickel. Il n'y a plus Elles qu'à sont picorer. à point. Allez, bon, on y va. Ah, ça y est, on a le droit d'attaquer. C'est absolument délicieux, les éclats de moule. Moi, j'adore ça. C'est le parfait mélange, je trouve, entre la mer et la terre, entre les moules et les épines de pain. C'est délicieux. Merci pour ce beau moment. Bah, c'est super. Non, c'est vrai, c'est très agréable, dans un cadre idyllique. Bon, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce Marais Poitevin? Il fait bon vivre, oui, bien sûr. Ouais. C'est un beau pays. C'est un très beau pays. Hein. Voilà. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to be free.